l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bon matin aux auditrices et aux auditeurs. Peut-être avec un peu de neige, mais coudonc, il fallait que ça l'arrive. Je suis Judith Gagnon de l'AQDR Québec, une organisation de défense des droits, comme vous savez. Cet après-midi, nous avons un petit topo, une conférence extraordinaire de la maison Michel Sarrazin, après-midi de 13h30 à 15h30 sur les soins de fin de vie. C'est complètement gratuit et il y a 3 experts qui vont venir en parler. Alors aujourd'hui, on accueille une personnalité intéressante qui connaît très bien le sujet. On va parler d'accessibilité universelle. Peut-être vous ne savez pas trop c'est quoi la définition, mais elle va être capable de vous le définir, puis vous allez bien comprendre. Il s'agit de Mme Véronique Vézina, qui est directrice du regroupement des organismes de personnes handicapées de la région de la Capitale-Nationale. Bonjour Véronique. Bonjour Judith, j'espère que ça va bien. Oui, j'espère toi aussi. Il fallait que ça soit toi. Tu connais bien ça. Puis je pense que pour les auditeurs, c'est important là, de bien l'écouter. Qu'est-ce que c'est l'accessibilité universelle? Puis qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? L'accessibilité universelle, c'est une façon de concevoir l'environnement qui permet à toute personne, peu importe qu'elle ait des problèmes de mobilité, de vision, d'audition, qu'elle soit une personne vieillissante ou un enfant, d'avoir accès aux différentes infrastructures et aux différents services. Ça veut dire que les municipalités, on parle des municipalités, doivent améliorer l'environnement pour que ce soit plus accessible. Est-ce que je me trompe? C'est l'objectif de l'accessibilité universelle. Cependant, il n'y a pas une obligation ferme pour les municipalités de le faire. Ce que les lois disent actuellement, il y a bien sûr la Charte des droits et libertés de la personne là, qui oblige finalement les municipalités comme d'autres installations à ne pas faire de discrimination qui soit liée à l'âge, au handicap ou autre. Fait que le principe d'accessibilité universelle vient diminuer les questions de discrimination puisque les personnes ont accès comme tout membre de la population, tout citoyen aux services ou aux établissements ou aux lieux où elles veulent aller. Mais il y a aussi une loi qui est la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées qui, elle, oblige les municipalités à établir un plan d'action pour favoriser la participation et l'inclusion des personnes handicapées dans les différents services. Et ça, les municipalités sont obligées de rédiger un plan d'action à cet égard-là et de prévoir des actions pour favoriser l'accès aux personnes handicapées à leurs services et à leurs lieux. Donc, c'est un petit peu dans le cadre de cette obligation-là que la Ville de Québec a fait le choix de faire plutôt un plan d'action en accessibilité universelle qui, lui, vient permettre à d'autres groupes de la population d'améliorer aussi leur accessibilité et leur participation. Dont les aînés. Dont les aînés, dont les jeunes familles et les personnes handicapées, bien sûr, puisque initialement, là, c'est issu de ce milieu-là, l'obligation. Mais ça veut dire que tout devient plus facile. Ça réduit les inégalités d'une certaine façon. Ça vient réduire les inégalités, bien sûr. Ça l'assure aussi une inclusion dans les différents milieux, la participation des personnes. Ça l'assure aussi une meilleure sécurité, puis que tout ça se passe en toute dignité aussi, là. Parce que si on est obligé, par exemple, pour aider une personne de rentrer dans un bâtiment, de la prendre dans ses bras pour qu'elle puisse monter 2-3 marches, c'est pas sécuritaire, mais au niveau de la dignité, c'est pas nécessairement la meilleure chose à faire non plus. Puis même chose quand une personne est, par exemple, en recherche de logement, si à chaque fois on lui refuse, par exemple, une visite, où on lui dit oui, on peut te le louer, mais on veut pas adapter ton domicile, là on contraint et sa dignité, mais on contraint aussi sa sécurité en plus de faire de la discrimination. Mais là, tu me éveilles à une autre question. Ça veut dire, est-ce que une personne qui a des difficultés, là, qui a besoin d'adaptation dans un logement, est-ce que le propriétaire peut carrément dire et refuser de lui louer
parce qu'il veut pas faire ça. Est-ce que c'est ça qui se passe ou il est obligé de faire les modifications? Ben, en fait, il peut y avoir à partir du moment où un propriétaire refuse de louer un logement, il faut prouver que c'est lié à un handicap ou à une situation particulière de la personne. Et à partir du moment où on est capable de le prouver, c'est de la discrimination. On ne peut pas ne pas louer un logement. On l'a vu pour différentes situations, notamment des jeunes familles. On le voit parfois chez les aînés, chez les personnes handicapées, où un locataire trouve des motifs pour ne pas lui louer, mais on est capable de prouver que c'est lié à la situation de la personne et non pas au motif qu'il évoque. Cependant, effectivement, un propriétaire d'un immeuble pourrait ne pas accepter que certaines adaptations soient faites dans un logement. Encore une fois, faut que ce soit argumenté, mais c'est des possibilités qui arrivent. On voit notamment avec l'arrivée de la domotique, là, c'est pas tous les propriétaires qui accepteraient nécessairement que ces installations-là soient faites dans leur milieu. Cependant, il faut qu'ils soient en mesure de trouver d'autres adaptations avec les professionnels qui vont convenir à leurs besoins. Ils ne peuvent pas juste dire non. Il faut qu'il y ait des alternatives là, qui soient proposées pour que le logement soit sécuritaire. Mais mettons, là, moi, je m'en vais, là, puis je veux louer un appartement, puis on me prend pas parce que je suis trop vieille, puis qu'on veut pas des personnes de cet âge-là. Là, je pourrais pas le louer. Je vais être obligée de faire un recours au tribunal du logement, mais c'est long. Je veux dire, finalement, tu comprends que ça m'aidera pas beaucoup? Ça l'aidera pas beaucoup dans l'immédiat, puis il y a le tribunal du logement, mais comme c'est une situation de discrimination, il est aussi possible d'aller à la Commission des droits de la personne. Les recours sont pas nécessairement moins longs, mais ce sont des possibilités. Puis plus il va y avoir de recours, plus les gens vont porter plainte, moins les propriétaires vont être portés à refuser l'accès à un logement ou à autre chose, à une personne qui est soit âgée ou qui vit avec certaines limitations ou a des problèmes de mobilité, par exemple. Tu as raison, absolument raison. Mais nous, on remarque à la QDR qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas faire de recours parce qu'ils trouvent ça trop difficile. C'est difficile, les délais sont longs. Ouais. Souvent, ce sont des personnes qui ont besoin d'être accompagnées. Puis, je pense qu'il faut les inciter à poursuivre la démarche, puis il faut qu'il y ait des organismes qui les accompagnent dans ces démarches-là. C'est très, très, très important parce qu'effectivement, tous les délais, toute la complexité parfois des documents à remplir, des preuves à fournir, c'est un frein à porter plainte chez les personnes. Oui, on remarque ça beaucoup à la QDR parce qu'on en aide une certaine catégorie qui viennent, mais c'est complexe. Et puis, je me dis, il pourrait peut-être améliorer ça pour que ça soit moins difficile à faire un recours parce que c'est pas très incitatif de faire un recours. Quand tu as plein d'affaires à écrire, puis à prouver, puis des colonnes à remplir, ça devient complexe. C'est complexe. On parle d'accessibilité universelle. Je pense que aussi l'accessibilité universelle, justement, à tous les recours pour porter plainte ou toutes les démarches administratives qu'on doit faire pour certaines choses, mériterait d'être regardées, évaluées pour qu'on puisse améliorer puis faciliter l'accès. Mais je suis contente que tu dises ça parce que là, je viens d'y penser. Puis je pense qu'il y aurait quelque chose à faire, au moins de le sortir puis de le dire. OK. Là, on va parler des déplacements. Est-ce que l'accessibilité universelle s'applique et comment elle s'applique au niveau des déplacements puis du transport? Les déplacements, incluant le transport, sont des enjeux majeurs sur lesquels il y a de nombreuses interventions qui ont été faites pour favoriser l'accessibilité universelle. Si on parle au réseau de transport de la capitale, puisqu'on est dans la région de Québec, il y a différentes mesures qui ont été mises en place pour favoriser l'accès, par exemple, aux personnes en fauteuil roulant, pour s'assurer qu'il y ait une voie dans les autobus et aux arrêts pour qu'on sache quel autobus arrive ou à quel arrêt on doit débarquer. Il y a plein de mesures. Le réseau de transport s'est muni d'un plan de développement de l'accessibilité universelle qui est en révision. Le nouveau va sortir en 2025. Il y a plein de mesures. Parfois, ce qui est encore à travailler, parce que tout n'est pas parfait, c'est beaucoup l'application sur le terrain. Par exemple,
dans les obligations du chauffeur, ils doivent attendre que les personnes soient assises pour repartir l'autobus. Dans les faits, c'est pas ça vrai. se passe pas comme ça. Ça s'améliore, mais ça se passe pas comme ça. Fait que il y a les règles, il y a les choses qu'on veut faire, puis il y a l'application, les changements dans la culture organisationnelle qui restent à travailler. Fait que oui, l'accessibilité universelle s'applique dans le réseau de transport. Oui, il y a des mesures qui sont mises en œuvre. Oui, il faut être patient avant que tout ça se concrétise, mais je pense qu'il faut pas lâcher, puis il faut voir le chemin qu'on a fait pour voir le chemin qui reste à faire, plutôt que de regarder toujours juste ce qui marche pas, c'est de regarder comment on peut faire plus, comment on peut trouver des solutions pour que ça s'applique. Pour ce qui est des déplacements, dans la ville en général, il y a de nombreux enjeux, puis c'est pas parce que la ville n'a pas une volonté de rendre sa ville plus accessible. Je vais prendre 2 exemples, là. Juste les traversées piétonnes aux intersections. Ouais. Le temps de traverser pour une personne dont la mobilité est réduite, ça peut être lié à l'âge, ça peut être lié à un handicap, une mobilité réduite, est insuffisant. Fait que comment on peut s'assurer que peu importe l'interaction, une personne est en mesure de traverser sécuritairement l'intersection? Comment on peut s'assurer que quand on marche sur un trottoir, il n'y a pas des crevasses à toutes les les dalles où on peut s'enfarger, risquer de tomber? Il y a beaucoup de choses à faire. On a vu aussi le déploiement dans les 2 dernières années des pistes cyclables. Oui. Il y a des enjeux majeurs pour la sécurité des personnes. On s'en est déjà parlé, Judith. Oui, écoute. Il y a des gens qui s'empêchent de sortir et de traverser parce qu'ils ont peur des conflits vélos. Fait que comment on peut, dans les nouveaux aménagements qu'on fait, dans les nouvelles constructions, dans les rénovations qu'on fait, s'assurer de la sécurité pour tous, puis s'assurer que chacun est capable de se déplacer en fonction de sa propre mobilité sans se mettre en danger à chaque fois qu'il sort de chez lui. Ouais, je comprends. Tu abordais la question aussi des trottoirs puis tout ça. Là, je sais qu'il y en a qui sont en très bon état, mais il y en a d'autres qui sont en moins bon état. Là, on l'a vu. Écoute, je voulais te parler de quelque chose. Il y a une de nos membres qui nous a appelé, qui m'a dit qu'à Sainte-Foy, les bancs pour attendre les autobus, il n'y en avait pas et ils ont enlevé. Ils ont enlevé les bancs qui étaient extérieurs. Il y a des bancs dans les abribus. Ça, c'est un problème majeur. On parle beaucoup de mobilité active à la Ville de Québec. On veut que les gens sortent, se déplacent, qu'on évite de prendre les voitures. Mais dans nos déplacements, on a besoin de s'asseoir de façon régulière en fonction de sa réalité pour prendre une pause, pour reposer ses jambes, peu importe. C'est important qu'on s'assure d'avoir des installations où on peut s'asseoir. Nous, nos revendications, c'est de s'assurer qu'aux 50 mètres, voire maximum 60 mètres, on ait un siège pour s'asseoir, que ce soit pour attendre l'autobus, que ce soit pour, pendant son déplacement, pouvoir prendre une pause. C'est un élément essentiel si on veut favoriser une mobilité active. Oui, parce que je te dis, là, justement, hier, la personne en question m'a dit, mais là, moi, je sais pas, là, qu'est-ce que je vais faire? Je serais pas capable de rester debout pour attendre l'autobus. Fait que je sais pas pourquoi ils font ça. Peut-être qu'ils vont les remettre, mais il faut faire attention. Je voudrais te parler... Il faut faire attention, il faut les remettre. Puis, comme ça se fait dans les autobus, par exemple, où on affiche de céder sa place, je pense qu'une campagne pour céder sa place aussi dans les abribus, lorsqu'il y a des bancs, à des personnes qui en ont réellement besoin, pourrait être bien. Je pense que oui. Tu as des bonnes idées. Là, je voulais aussi te parler du STAC, le transport adapté. Oui. Il y en a beaucoup qui me disent, qui nous appellent, puis qui peuvent pas l'avoir, qui sont pas assez, qui ont pas assez de problèmes de mobilité. Mais ces personnes-là, ils ont trop de problèmes pour prendre l'autobus. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Au niveau du STAC, les règles d'admissibilité au transport adapté sont établies par le ministère des Transports. Donc, ce sont des règles très rigides qui disent, par exemple, qu'une personne doit pas être capable de monter une marche de plus de 3, je me souviens pas du nombre de mètres exact, un certain nombre de millimètres, c'est-à-dire qu'elle doit pas être capable de marcher plus que tant de mètres. Ce qui est difficile dans le cas de souvent les personnes qui sont plus âgées, c'est de faire valoir la globalité de la situation, parce que si on regarde les critères un par un,
elles ne sont pas nécessairement admissibles. Mais si on regarde la globalité de la personne, l'ensemble des difficultés qu'elle rencontre, c'est ça qui est souvent difficile à faire valoir puis qui fait que la personne ne peut pas être admise. Fait qu'il y a effectivement un travail à faire peut-être pour revoir les règles d'admissibilité, mais aussi pour, je dirais, tenir compte de la globalité de la situation et ne pas regarder critère par critère qu'est-ce qui se passe chez la personne et comment elle vit la situation. Parce qu'effectivement, à partir du moment où on n'a pas accès au transport adapté, on n'est plus en mesure de prendre le réseau de transport régulier, les options qui restent, c'est rester à la maison, prendre un taxi ou avoir sa voiture. Oui, exactement. C'est pas des options qui sont pas convenables là, pour une grande partie des gens parce que rester à la maison, ben là, on commence à parler d'isolement, donc il y a des pertes physiques et parfois cognitives qui sont associées à l'isolement. Avoir une voiture ou prendre un taxi, c'est pas quelque chose qui est possible pour tout le monde. Ben c'est certain. Puis là, la neige est arrivée, là, peut-être dans une petite mesure. Ça me fait penser au déneigement. Qu'est-ce que tu penses de ça quand c'est pas trop déneigé, ça prend du temps, puis tout ça? C'est vraiment insécurisant pour les gens. Il y en a beaucoup là qui ça va jouer là sur leur sentiment de sécurité. Là. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, c'est sûr que l'absence de déneigement est insécurisant. Le mauvais déneigement, je vais dire ça comme ça, est insécurisant. C'est une question d'isolement aussi, être plusieurs jours sans pouvoir sortir parce que notre mobilité est compromise. C'est problématique. Il faut s'assurer que ce soit bien déneigé. Fait que pour nous, c'est une préoccupation importante auquel il faut trouver des solutions. Cependant, on ne peut pas empêcher la neige de tomber. Non. Il faut voir comment on peut s'assurer que sur l'ensemble du territoire, il y a une politique de déneigement à la Ville de Québec qui va être révisée en 2025. Il faut voir comment on peut assurer la sécurité, puis il faut éviter de surtout des mesures qui disent à proximité de tel type d'édifice. La personne ne fait pas juste sortir pour aller sur le trottoir en avant de chez elle, elle déplace dans la ville. Fait que comment on peut assurer un meilleur déneigement, une meilleure accessibilité pendant toute l'année, c'est là que sont les enjeux actuellement. C'est difficile parce qu'on ne sait jamais comment ça va se passer. On applique souvent des mesures qui sont très restrictives dans le sens où on dit on va aller déneiger devant la résidence de monsieur ou madame un tel, mais monsieur ou madame un tel, elle va beaucoup plus loin que sa résidence, elle va toujours pas au même endroit. Mais c'est un enjeu majeur en accessibilité universelle, le déneigement. Bon, ben alors j'espère qu'il y a des gens qui vont nous écouter, puis où on enverra l'émission à la ville. Il y a aussi quelque chose que je voulais te dire. Il y a des gens, des aînés qui nous disent tout le temps, puis dans certains endroits, Véronique, c'est même affolant parce qu'on a fait des consultations partout dans la région de la Capitale-Nationale. Il y en a qui sortent plus le soir en raison de la sécurité. Est-ce que parce qu'ils disent que c'est dangereux, qu'il y a toutes sortes de personnes maintenant qui se promènent, ils ont vraiment peur, il y en a qui ont même été attaqués. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que ça rentre dans l'accessibilité universelle, cette question-là, que tu peux sortir de ta maison puis te promener dans les rues, passer 6 heures du soir? Effectivement, pour moi, la sécurité est un des aspects de l'accessibilité universelle pour lequel il faut tenir compte. Puis le fait d'avoir certaines contraintes de mobilité, ça augmente le sentiment d'insécurité, ce qui fait que ça réduit les déplacements. Fait que oui, il faut inclure la notion de sécurité. On le voit, il y a beaucoup de campagnes actuellement sur les villes sans peur, notamment on le voit beaucoup pour les femmes, mais ça s'adresse aussi aux personnes âgées, aux personnes handicapées, puis à tout citoyen ou citoyenne qui a le droit de sortir de chez elle puis de circuler dans la ville ou dans les parcs de façon sécuritaire. Oui, parce qu'on a entendu ça beaucoup, là, dans beaucoup de secteurs de la ville. Ça a même été surprenant. Les gens disaient passer 6 heures, nous, on bouge plus. Mais moi, on l'entend dans différents secteurs. On entend des familles dire on veut plus envoyer nos enfants jouer dans les modules de jeu parce qu'il y a des seringues au sol, il y a la noirceur, il y a parfois
des éléments de sécurité qui sont plus liés aux gens qui habitent ou qui fréquentent le milieu, qui font que les gens veulent pas y aller. Donc, il faut tenir compte de toutes ces notions-là. Puis le sentiment de sécurité peut être, je dirais, amélioré juste en ajoutant de l'éclairage, par exemple, en s'assurant que la visibilité des endroits où on va, qu'il n'y a pas des endroits où on pourrait se retrouver dans un petit coin noir, par exemple, où on pourrait se faire attaquer. Fait qu'il y a différentes mesures qui peuvent être prises, en plus de la sécurité. C'est la sécurité, la présence d'agents de sécurité, de patrouilles, la police, par exemple, qui pourraient se rendre sur les lieux et s'assurer de faire une patrouille plus régulière pour sécuriser les gens, puis s'assurer que les gens qui circulent sont toujours en sécurité. Bon, ben alors, je suis contente qu'on aborde ce point-là parce qu'on se l'est fait dire à plusieurs reprises. Il y a aussi quelque chose, j'en ai parlé aussi lors de la rencontre de la ville, la rue, il y a certains, Saint-Vallier va devenir sens unique. Et ça, je te dis, le travailleur de milieu qui s'occupe du secteur Saint-Sauveur nous a dit que c'était terrible parce que des personnes à mobilité réduite vont être obligées de marcher jusqu'à Charest pour prendre l'autobus. Fait que qu'est-ce que tu penses de ça? On lui disait, mais ça n'a pas de bon sens. Il y a une partie de la population qui sont impactés par ça, puis ils peuvent pas, ils sont sans voie, puis comment ils sortiront plus? Que penses-tu de ça? Actuellement, le secteur dans Saint-Sauveur, là, près de la rue Saint-Vallier, qui est encore en travaux, est très, très, très problématique pour la circulation des personnes à mobilité réduite et des personnes âgées. Il y a même certains endroits où c'est impossible de se rendre. Si on va aller dans un commerce, il faut le prévoir à l'avance, faire des démarches pour s'assurer d'être accompagné et peut-être pouvoir rentrer dans l'endroit où on veut. L'enjeu du sens unique, c'est beaucoup qu'il va y avoir lorsque les travaux seront terminés, est beaucoup lié à la distance que certaines personnes vont avoir à parcourir parce que les autobus passeront plus sur les mêmes rues. Les autobus vont passer dans un sens, pas dans l'autre. Fait que ça peut demander à certains plus de marche pour se rendre aux arrêts d'autobus, mais en même temps, pour certains, ça va rapprocher l'autobus de chez elles. Donc, c'est difficile d'évaluer. Tu sais, il y a des avantages pour certains, il y a des désavantages pour d'autres. Mais c'est sûr que dans la situation actuelle, pour toute personne ayant des problèmes de mobilité, moi, ce que je recommande, c'est que c'est un lieu à ne pas fréquenter. Si on y habite, il y a des mesures qui ont été prises pour assurer que les résidents puissent entrer et sortir de chez elles, mais il reste que les distances à parcourir. Il y a très peu d'autobus qui sont disponibles selon à quelle hauteur on vit sur Saint-Vallier. Mais c'est des enjeux majeurs. Cependant, on est allé visiter les chantiers. Il n'y a pas de mesures alternatives qui peuvent être mises en place pour rapprocher le service des citoyens. Et écoute, je vais te dire peut-être une idée que tu vas dire, elle est bizarre, la madame. Flexibus, penses-tu ça pourrait devenir accessible pour eux autres? Mais non, écoute donc. Ben, le problème, c'est qu'on peut pas circuler sur les rues en voiture tout court. Ce n'est que des camions de chantier. Je pense que ça vaudrait la peine d'aller visiter le chantier. Moi, je suis allée en allant voir pour voir qu'est-ce qui était possible de faire. Puis c'est impossible de circuler avec un véhicule sur le chantier ou dans le secteur autour. Même un flexibus, qui est plus pour les services en périphérie de la ville, ne pourrait pas amener un autobus devant chez les gens où passe l'autobus d'habitude. C'est impossible, à part des grues, des gros camions. Il n'y a rien d'autre qui est capable de rentrer dans ce secteur-là. C'est impossible. Même les piétons qui n'ont aucun problème de mobilité, qui y vont, le font à leur risque et péril actuellement. Mais quand les travaux vont être finis, puis que là, il n'y aura plus d'autobus sur Saint-Vallier, il pourra avoir un flexibus. C'est une option qui pourrait être envisagée par le RTC. Je pense que ça va être à l'usage qu'on va pouvoir voir s'il y a des choses à améliorer. Mais tu me dis ça, là, je vais y aller, là. Je vais y aller demain pour aller visiter ça, pour voir. Oui, ça vaut la peine de voir. Puis des fois, on y va une journée, puis le lendemain, c'est complètement différent, mais ça va te donner une bonne idée de l'état de la situation actuellement. C'est périlleux. Bon, ben écoute, j'espère qu'il ne m'arrivera pas rien. Non. Mais que veux-tu? Que veux-tu? Il faut tenter l'impossible. Là, je vais aussi vous parler de quelque chose.
que nous, on réclame beaucoup des toilettes un petit peu plus partout. Parce que tu peux pas aller à la salle de bain dans des commerces, dans des restaurants, ils te laissent pas rentrer. Non. Puis quand tu fais ta petite marche ou tu fais ta route, ben des fois tu peux avoir besoin de ça, puis il y a pas rien. Non, effectivement, puis je pense que c'est un enjeu assez généralisé dans la ville de Québec là, d'avoir un peu plus de toilettes pour accommoder les gens dans différents secteurs, parce qu'il y en a très peu. Il y en a très peu qui sont ouvertes au public. Il y a certains commerçants là, qui acceptent dans certains secteurs à l'occasion qu'on puisse y aller. Ce que j'ajouterais à ce que tu dis, c'est il faut multiplier le nombre de toilettes sur le territoire justement pour favoriser encore une fois la mobilité des gens, mais aussi il faut aussi s'assurer de leur accessibilité. La Ville de Québec actuellement est en train de travailler sur son nouveau guide pratique en accessibilité universelle. Et puis, elle prévoit maintenant, bien sûr, là, qu'il y ait des toilettes accessibles aux personnes en fauteuil roulant dans l'ensemble des installations. Mais il va y avoir aussi des nouveaux modèles là, qui vont être proposés qu'on appelle des toilettes ambulatoires qui vont permettre, par exemple, dans une cabine régulière, d'avoir des barres d'appui pour permettre aux gens de se lever ou de s'asseoir sans nécessairement être obligés d'utiliser une toilette qui est adaptée pour une personne en fauteuil roulant. Fait qu'il y a quand même certaines mesures qui sont en place ou qui vont se mettre en place dans la ville, mais il faut d'abord et avant tout que la ville consente à installer sur son territoire des toilettes publiques pour faciliter l'accès à celles-ci lorsqu'on sort dans les parcs ou qu'on va juste simplement prendre une marche dans des quartiers. Écoute, l'émission va se terminer, mais c'était trop intéressant de vous avoir aujourd'hui. Fait que je vous souhaite une excellente journée. Puis moi, je vais faire mes devoirs. Je vais aller me promener dans Saint-Sauveur. Alors, merci beaucoup, Véronique. Et à la prochaine. Ça me fait plaisir. À bientôt. Au revoir. Alors, vous avez vu, c'est important de se soucier de l'accessibilité universelle. Et aujourd'hui, passez une belle journée. Si vous avez du temps, venez à la rencontre là, sur les soins de fin de vie. Merci. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.